passé dans une échelle de temps très courte. Il y a une possibilité qu'il y aura des événements catastrophiques. C'est tout le village humain qui est concerné par le réchauffement de l'atmosphère. Les premières alertes sérieuses sur le réchauffement de notre planète remontent au milieu des années 50. Mais on en doutait. Aujourd'hui, il y a consensus. L'effet de serre provoquera des changements de climat sans précédent pour nous. Une serre, c'est un endroit conçu pour procurer aux plantes des conditions idéales de température, c'est-à-dire toute la chaleur dont elles ont besoin pour leur croissance, quelle que soit la saison à l'extérieur. On y arrive facilement en permettant, par les vitres, aux rayons du soleil de pénétrer à l'intérieur, de réchauffer la terre, mais en empêchant par ces mêmes vitres la chaleur d'en ressortir. C'est ça, l'effet de serre. La Terre, c'est une immense serre. C'est d'ailleurs à l'échelle de la planète l'effet de serre qui a permis, il y a 1 milliard d'années, l'apparition de la vie. Donc, l'effet de serre, c'est un phénomène tout à fait naturel. La Terre, c'est une sphère qui baigne dans un environnement froid. Tout autour, jusqu'à 15 km d'altitude, on trouve une concentration de gaz essentiels à la vie. L'azote, l'oxygène, les vapeurs d'eau, gaz carbonique, appelé aussi CO2, et quelques autres. Au-dessus, à 25 km, c'est la couche d'ozone. Tandis que l'ozone filtre une partie du rayonnement ultraviolet, ce qui nous protège, les autres gaz de l'atmosphère laissent passer la lumière qui frappe la Terre, la réchauffe. La couche contenant le CO2, comme la vitre de la serre, bloque la chaleur réémise par la Terre, la renvoie de nouveau vers le sol, la réchauffe un peu plus. C'est cet effet de serre qui maintient la température moyenne de notre planète à plus 15 degrés Celsius. Sans ce phénomène, la température de la Terre serait de moins 18 degrés. Aucune vie ne pourrait s'y développer. Mais ce bel équilibre est menacé. Depuis le début de l'ère industrielle, au milieu du 19e siècle, nous envoyons dans l'atmosphère des quantités énormes de gaz. Du méthane, issu des activités agricoles de plus en plus intenses, des chlorofluorocarbones, utilisés comme agent de propulsion dans les bombes à aérosols, et surtout, du gaz carbonique. Ce gaz compte pour 50% de l'effet de serre. Or, nous en rejetons de plus en plus dans l'atmosphère. Environ 5 milliards de tonnes par année, issus principalement des combustibles fossiles, pétrole, charbon, gaz. De plus, la destruction massive de nos forêts, comme celle de l'Amazonie, prive notre planète de son poumon vert. C'est ça, l'effet de serre. La Terre, c'est une immense serre. C'est d'ailleurs à l'échelle de la planète l'effet de serre qui a permis, il y a 1 milliard d'années, l'apparition de la vie. Donc, l'effet de serre, c'est un phénomène tout à fait naturel. Quand je respire, j'inspire de l'oxygène et j'expire du CO2. Les plantes, elles, c'est exactement le contraire. Elles absorbent ce CO2 et nous redonnent de l'oxygène. Il y a donc de moins en moins de forêts pour absorber le gaz carbonique que nous rejetons de plus en plus dans l'atmosphère. Résultat, la couche de CO2 s'épaissit, ce qui accentue l'effet de serre. On a l'évidence que les gaz de serre sont en train d'augmenter dans un moyen très rapide. Et les modèles climatiques sont en train de nous dire que ces changements des concentrations de ces gaz causera des changements climatiques très grands. Henry Engeveld est conseiller spécial pour l'effet de serre à Environnement Canada, ce qui lui a valu le surnom de Monsieur CO2. Quand il parle d'évidence de l'augmentation du CO2, il s'appuie sur des données rigoureuses de 40 stations de mesure réparties dans le monde.
Le Canada en possède 3. Dans ces stations, comme celle de Alert, dans les territoires du Nord-Ouest, chaque semaine, on recueille des échantillons d'air. These are air samples taken from Alert Northwest Territories. L'analyse est faite ici, à Toronto, au Centre canadien de climatologie. Les résultats globaux montrent que, depuis la construction de la première station en 1958, le CO2 a augmenté de 10 %. Et ça doit marcher. D'autres méthodes, telles l'analyse des bulles d'air contenues dans les carottes de glace polaire, ont permis de remonter plus loin dans le passé. Là aussi, le verdict est sans appel. Depuis 1850, la concentration du CO2 a augmenté de 28 %. Mais dans quelle mesure cette augmentation de CO2 est-elle accompagnée d'une augmentation de la température? Il suffit de regarder les courbes de température prises sur une centaine d'années, un petit peu plus, qui montrent une augmentation sur une période à peu près de 150 ans de 1 demi-degré. Surtout, en fait, les dernières années 80 ont une augmentation assez rapide de la température. Il est évident qu'il y a un signal qu'on ne peut pas ignorer. Cette alerte au CO2 a amené plusieurs groupes de chercheurs dans le monde à mettre au point des modèles mathématiques qui permettent de simuler, sur ordinateur, l'évolution de notre climat à long terme. Jean-Pierre Blanchet, du Centre canadien de climatologie, fait partie de ces chercheurs. Tous les modèles étudiés partent de la même question. Qu'arrivera-t-il à notre climat dans le cas d'un doublement du CO2? Plus le modèle réussit à intégrer des facteurs climatiques, plus la réponse est précise. Ces résultats-là ne sont pas nécessairement uniques, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs phénomènes qui se produisent en même temps dans l'atmosphère, et puis pour nous, c'est difficile d'intégrer dans notre esprit humain tous ces facteurs-là. Le modèle, lui, prend en compte tous ces aspects, les changements dans les précipitations, les changements dans les vents, les changements dans les températures, et donne un résultat net de réchauffement. Lorsqu'on fait le calcul, la majorité des modèles s'entendent dans une marge de 2 à 4 degrés. Les simulations sur ordinateur nous apprennent donc que si l'accroissement du CO2 se poursuit comme présentement, la température globale de notre planète augmentera de 2 à 4 degrés Celsius. À première vue, 2 à 4 degrés, c'est bien peu. 4 degrés, vous savez, ça paraît pas gros, hein? Mais comparé à ce qu'il y avait de réchauffement puis de refroidissement dans le passé, c'est quasi 90 % de ce qui se passait autrefois dans les temps préhistoriques. Parce qu'entre une ère glaciaire puis une ère interglaciaire, donc le point le plus chaud et le plus froid dans le passé, il y avait simplement une différence de 10 degrés Celsius. « 10 degrés à peine pour passer d'une période torride aux grandes glaciations. Dans cette optique, 4 degrés, c'est énorme. Depuis son origine, la Terre a connu plusieurs grands cycles climatiques. Il y a 20 000 ans, toute la partie nord de l'Amérique était recouverte de glace, jusqu'au sud de l'État de New York. La période de réchauffement a commencé environ 10 000 ans avant notre ère. Pour les chercheurs, ces grandes alternances ne sont pas dues à des variations de CO2. Elles correspondent plutôt à des cycles astronomiques. La trajectoire de la Terre, qui tourne autour du Soleil, forme une ellipse. Cette trajectoire se modifie avec le temps. Après 50 000 ans, elle a presque la forme d'un cercle. La Terre est proche du Soleil, le climat se réchauffe. 50 000 ans plus tard, la trajectoire de nouveau forme une ellipse, la Terre s'éloigne du Soleil et se recouvre de glace. L'étude du climat est un domaine complexe. Dans le passé, à l'intérieur des grandes périodes chaudes ou froides, il y a eu des cycles plus courts de refroidissement ou de réchauffement. Les recherches ont montré que depuis 160 000 ans, on pouvait associer ces petits cycles à des variations de CO2. On peut voir, comme sur
graphique qui remonte jusqu'à 160 000 ans en arrière, que la courbe de concentration du gaz carbonique est très parallèle à la courbe de variation de température. Ces deux signatures ne sont pas juste une coïncidence. Il y a là un signal qu'on ne peut pas ignorer non plus. Dans le passé, les variations de CO2 étaient provoquées uniquement par des phénomènes naturels, comme l'activité des volcans. Mais jamais ces concentrations de CO2 n'ont atteint les niveaux actuels. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est l'accélération du phénomène. Ça va arriver vite, et c'est ça qui est le point central. Autrefois, les périodes de froid et de chaud arrivaient sur une échelle de 100 000 années. C'est long. Le réchauffement qu'on appréhende actuellement par le gaz carbonique va se passer d'ici 50 ans. Comment une augmentation de la température de 2 à 4 degrés Celsius peut-elle modifier sensiblement le climat? Rappelons qu'entre l'équateur et les pôles, il y a un écart de température substantiel qui dépasse en moyenne 50 degrés. C'est cet écart de température qui est le moteur de toute circulation atmosphérique, donc du climat. Bien que l'on prévoie un réchauffement global de 4 degrés, le réchauffement ne se fera pas de façon égale de l'équateur au pôle. Il sera plus marqué au pôle, ce qui réduira l'écart de température et modifiera le climat. Les effets de ces changements climatiques sont nombreux. Selon les modèles mathématiques, le niveau des océans, qui recouvre plus de 70% de la surface du globe, va monter de 20 cm à 1 mètre. Cette élévation est attribuable à la dilatation de la surface des océans qui se réchauffe et, à plus long terme, à la fonte des glaces polaires. Ce réchauffement de la surface des eaux risque aussi de provoquer une augmentation du nombre de cyclones et d'ouragans. En effet, ceux-ci tirent leur énergie de la vapeur qui s'échappe des surfaces lorsque la température de l'eau est supérieure à 27 degrés. Tous les pays en bordure des mers sont donc menacés. L'exemple classique, la Hollande, dont le tiers de la superficie est situé au-dessous du niveau de la mer. Malgré des centaines de kilomètres de digues, malgré le spectaculaire barrage anti-tempête de l'Escaut oriental, construit dans les années 80, la lutte des Hollandais contre la mer sera encore plus difficile. Pourra-t-on sauver Venise? Le Bangladesh, un des pays les plus pauvres, a connu en 88 les pires inondations depuis 100 ans. Plus d'1 demi-million de maisons détruites, 2 milliards de dollars en dommages. Le phénomène ne pourrait que s'accentuer. Aux États-Unis, plusieurs villes de la côte Est risquent de voir leurs plages attrayantes disparaître sous les flots. Au Canada, si le niveau de la mer s'élève d'1 mètre, c'est toutes les provinces maritimes qui seront touchées. Supposons qu'on a une hausse du niveau des mers de 1 mètre. Quel impact à Saint-Jean-de-Nouveau-Brunswick et à Charlottetown du Prince-Édouard, quel impact ça aura sur ces municipalités-là? Il y a beaucoup de bâtiments qui longent des côtes qui ne sont plus opérables ou vont être dans des situations très précaires. Il y a quelques années déjà, à Campbellton, dans l'île du Prince-Édouard, l'érosion des berges a forcé plusieurs propriétaires à déplacer leurs maisons. Certaines fondations sont encore visibles au fond de l'eau. Dans les années 30 à peu près, là, il y avait une route ici. Maintenant, cette route-là a été remplacée par une plus loin, en arrière des chalets. Mais avant, la route était ici, près de la plage et devant les chalets.
Depuis son enfance, Marc Leblanc, de Moncton au Nouveau-Brunswick, a vu disparaître de larges bandes côtières. Là aussi, le phénomène menace de s'accélérer. Autre changement climatique prévu, la distribution des précipitations. Elles seront plus abondantes au nord du 50e degré de latitude, alors qu'elles diminueront entre le 10e et le 50e degré. Parallèlement, certaines zones de sécheresse vont s'intensifier à cause du réchauffement. Dans le Midwest américain et les prairies canadiennes, on peut craindre, pour l'agriculture, la répétition des périodes de sécheresse de l'été 88. Cette situation pourrait créer un déséquilibre important de la production agricole mondiale, car le réchauffement du climat et l'intensification des précipitations vers le nord ne signifient pas que l'on y gagnera en terres cultivables ce que l'on a perdu au sud. Tous ceux, par exemple, qui rêvent de transformer le territoire de la baie James en jardin de l'Éden oublient une contrainte majeure, les sols. Mais il y a aussi, associé au climat, pour la plante, il y a le sol tout le temps. Puis le sol n'est pas développé. Puis le sol, ça prend des millénaires à se développer. Donc même si on réchauffe le nord, puis que c'est un processus de 100, 200, 300 ans, le sol n'aura pas répondu encore assez rapidement. En somme, à l'échelle mondiale, un réchauffement de 2 à 4 degrés signifierait élévation du niveau des océans, tempêtes, inondations, sécheresse plus fréquente, déficit agricole. Chez nous, au Canada, les effets ne seraient pas les mêmes d'une région à l'autre. Dans le sud des prairies, c'est surtout le manque d'humidité des sols qui poserait problème pour l'agriculture, déjà menacée par la sécheresse. C'est le Manitoba qui connaîtrait la plus forte hausse de température, 9 degrés en moyenne l'été. Oh, il y a des erreurs possibles, bien sûr, mais les erreurs sont plus sur l'amplitude. On indique sur ce schéma 9 degrés, l'augmentation peut être un peu plus faible, même peut-être plus forte, mais ce sont seulement des scénarios. Au Québec, par contre, seule la région de Montréal pourrait souffrir d'un manque d'eau. Une élévation de température serait donc bénéfique sur le plan agricole. Le maïs et le soja, par exemple, pourraient être cultivés dans les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l'Abitibi-Témiscamingue, régions actuellement trop froides pour ces espèces. Même si le territoire de la baie James ne devient pas un vaste jardin, l'augmentation des précipitations prévues au nord du 50e parallèle favoriserait les ressources hydroélectriques. Dans la région des Grands Lacs, au contraire, on prévoit une diminution des précipitations. Pour les centrales ontariennes qui y sont situées, ça signifie une perte de production. Par contre, au Canada, on devra tenir compte d'une baisse globale de la demande d'énergie liée au réchauffement. Le transport maritime sur les Grands Lacs serait également affecté par la baisse du niveau de l'eau. Les propriétaires de navires devraient réduire les chargements et, en conséquence, augmenter le nombre de voyages. Bilan, les coûts grimperaient de 30 %. Un autre secteur qui risque d'être fortement touché d'ici 3 ou 4 décennies, c'est l'industrie du ski alpin. En Ontario, à cause de la faible altitude des montagnes, le ski alpin disparaîtrait. Le Québec ne sera pas épargné. L'industrie du ski alpin y génère des revenus de 500 millions de dollars. Ici, dans les cantons de l'Est, la saison serait fortement écourtée. Dans les centres qui ne peuvent produire leur propre neige artificielle, le nombre de jours de ski diminuerait dramatiquement, dans une proportion de 70 à 90 %. Plus au nord, à plus haute altitude, dans les Laurentides de la région de Québec, l'industrie du ski pourrait, là, survivre.
tableau que nous venons de brosser n'est pas complet. Tout n'a pas encore été dit à ce sujet. De plus, il repose sur des scénarios, des modèles d'ordinateurs dont la prémisse, c'est l'augmentation du CO2. Si la tendance se maintient, si la quantité de gaz carbonique double par rapport à ce qu'elle était au début du siècle, il devrait y avoir un réchauffement de 2 à 4 degrés Celsius. Ça, c'est pour très bientôt, vers 2030, c'est dans moins de 50 ans. Mais ce réchauffement, qui actuellement est d'1 demi-degré depuis 100 ans, va-t-il se poursuivre? Et est-il attribuable uniquement à l'augmentation du CO2? On doit peut-être attendre une autre décennie pour déterminer si les températures continueraient à augmenter. S'ils continuera à le faire, on peut vraiment dire ça, c'est sans précédent. À ce moment, on n'a pas vraiment dépassé la limite historique, si on pourrait dire. On en est en bordure et on croit que c'est vraiment plausible que le CO2 soit actif à ce moment-ci et en soit la cause, mais pas de preuve formelle. Si cette hypothèse se confirme, il faudra s'adapter. Il est peut-être déjà trop tard pour éviter le réchauffement anticipé. Mais pour empêcher que ce soit encore pire, c'est dès maintenant qu'il faut modifier nos comportements. On est entré vraiment dans une nouvelle étape de la pollution atmosphérique, l'étape mondiale.